Bonjour, bienvenue à cette capsule santé psychologique. Aujourd'hui, on va parler de troubles liés à l'usage de substances. Mon nom est Louis Cournoyer, je suis professeur titulaire à la section counseling de carrière de l'Université du Québec à Montréal, ainsi que conseiller d'orientation, membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. La personne invitée aujourd'hui pour discuter de ce sujet-là se nomme Salma Bachir Chérif, que je vais inviter à se présenter elle-même plus en détail. Donc, Salma. Donc, bonjour tout le monde. Je suis contente d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, mon nom, c'est Salma. Je suis conseillère d'orientation, membre de l'OCOC, tout comme Louis, et étudiante là, au doctorat en santé et société à l'Université du Québec à Montréal. OK, parfait. Fait qu'on va tout de suite aller de l'avant avec ça. Souvent, on va parler de abus de substances. Mhm, Donc, je vais avec la question, lorsque l'on parle de abus et mhm. que l'on parle de substances, de quoi parle-t-on? Mhm. C'est vraiment une bonne question. Peut-être avant d'y répondre, là, j'aimerais ça qu'on fasse la distinction entre l'usage récréatif et l'usage pathologique. Il faut savoir aussi que la consommation récréative là, de toutes sortes de substances, elle existe depuis toujours, là, que ce soit dans des rituels religieux, dans des éveils spirituels et tout ça. Mais quand on parle plus spécifiquement du trouble de l'abus de substances, on va parler de substances qu'on connaît peut-être, que ça nous évoque tout de suite comme les psychotropes, les opiacés, les hallucinogènes. Mais il y a aussi peut-être des substances dont on ne se doute pas, comme le tabac, la caféine et aussi l'alcool, qui font partie justement là, des substances qui peuvent être diagnostiquées, là, utilisées pardon, pour le diagnostic de ce trouble. Quand on va parler d'abus, on va parler d'excès, c'est ce que ça nous évoque dans un premier temps, mais on va aussi parler du fait que la personne va poursuivre la consommation en dépit des impacts négatifs que ça peut avoir. Quand on parle d'abus aussi, on va dire qu'il y a une croissance au niveau de la quantité qui va être consommée. Donc, à ce moment-là, on parle davantage de seuil de tolérance. C'est un terme qui est important à retenir. On va parler également de perte de contrôle, c'est-à-dire que la personne n'aura plus le contrôle nécessairement de cette consommation-là. On n'est plus dans je vais consommer peut-être un verre de vin pour me relaxer le soir. C'est une perte aussi qui va générer de l'altération sociale. Donc, on va se retirer socialement, on va peut-être avoir des comportements qui sont moins acceptés dans la société, comme de l'impulsivité, de la colère, des réactions aussi d'agressivité. Puis, on va aussi parler dans l'abus d'usage à risque. Donc, on n'est plus dans une consommation qui est sécuritaire en termes, là, parce que des personnes, par exemple, qui vont consommer des drogues qui nécessitent certains outils là, plus cliniques, ben, des seringues qui vont être, par exemple, souillées ou des endroits où la drogue, par exemple, des substances qui ne vont pas être contrôlées. Donc, c'est vraiment ce qu'on va reconnaître là, au niveau de ces deux termes-là, donc les substances et l'abus. Parfait. Ben, merci beaucoup. Puis là, j'aimerais ça qu'on parle de la personne qui vit ça. C'est-à-dire, à quoi c'est assez large comme question, là. Je te préviens tout de suite, fait qu'on Mhm. pratiquera au besoin. Mais à quoi peut ressembler l'expérience au quotidien d'une personne avec un trouble lié à l'abus de substances? Mhm. Quand on parle de ce trouble-là, ce qui est particulier, c'est que ça peut nous évoquer un certain profil type de personne, mais c'est pas toujours le cas. Je vous donne un exemple. On aurait tendance à penser que les personnes en situation d'itinérante sont majoritairement là, incluses dans ce trouble d'abus de substances-là, de par leur profil plus vulnérable, leur précarité, tout ça. Les facteurs sociaux, on en parlera un petit peu plus loin. Mais le trouble d'abus de substance, ça touche aussi monsieur, madame, tout le monde. Là. On peut, étant donné le large spectre de substances qui peuvent être impliquées, puis les impacts aussi que ça peut générer, on pourrait côtoyer dans nos familles, dans nos cercles d'amis, dans nos milieux de travail, que ce soit des gestionnaires ou des proches qui sont atteintes, là, qui doivent composer avec ce type d'enjeu-là. Comme par exemple, là, on en parlera plus tard, mais quand on est une personne proche d'une personne qui a un abus de substance, on pourrait croire que
ah, ben, tu sais, c'est des petites consommations, si je fais référence à l'alcool, par exemple, mais au fur et à mesure, ben, on voit que dans les parties de famille, mon oncle, il consomme un peu plus, puis ça devient de plus en plus difficile pour lui d'arrêter, puis il n'est pas capable d'avoir du plaisir sans cette consommation excessive-là. Puis ça va générer là, tout un déboulement là, de situation ou de contexte. Hmm. Donc, en termes de profil, c'est assez diversifié, ce qu'on va pouvoir rencontrer à ce niveau-là, mais on sait aussi que les personnes qui sont peut-être un petit peu plus isolées, plus anxieuses, qui peuvent avoir des symptômes dépressifs, sont plus enclines aussi peut-être à aller vers ce type de comportement-là, de par leur vulnérabilité. Mais d'un autre côté, on sait aussi que c'est un trouble qui peut induire de l'anxiété, des symptômes dépressifs. Donc, c'est qu'est-ce qui vient en premier, l'œuf ou la poule, là? On est un peu Ouais. dans cette situation-là. Mais dans tous les cas, ça semble être une solution d'apaisement. Oui, c'est une réponse en fait à quelque chose, à une détresse, à ce qui se passe à l'intérieur la plupart du temps. Là, c'est pas nécessairement en lien avec des comportements impulsifs. Là, il y a des études qui se sont intéressées à ça. Il y a une petite corrélation, mais ça n'explique pas tout. OK. Euh, Justement, on était parti un petit peu là-dessus, la détresse. C'est Mhm. intéressant comme mot. Euh, Qu'est-ce qui mène une personne à développer, non pas le trouble, mais à développer, qu'est-ce qui amène une personne à développer ce type de réponse à une Mhm. détresse? Ouais. Ça peut être un grand amalgame de choses, là. La réponse comportementale de consommer, ça, c'est pas la réponse normale, si je peux me permettre, d'une personne qui va ressentir une détresse. On parle vraiment de comportements qui sont plus pathologiques. Généralement, les personnes vont pas se dire, ben moi, je vais mettre à me consommer de façon excessive, mais ça se fait de façon un petit peu inconsciente. Ah, ben tu sais, je suis un petit peu plus fatiguée, j'ai vécu une rupture, je suis dans un processus de deuil ou bien j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu une personne importante dans ma vie. Je vais boire un verre, ah, je vais peut-être fumer un joint. Puis là, de fil en aiguille, en fait, cette détresse-là peut augmenter. Puis les comportements en réponse vont augmenter aussi. Quand je parlais de seuil de tolérance un peu plus tôt, plus on va consommer ce type de substance et plus on risque d'en avoir besoin davantage pour pouvoir ressentir les symptômes. Fait que ça va créer un cercle vicieux où on a besoin davantage de consommation pour pouvoir s'apaiser. Puis ça Quand doit on... varier, excuse-moi, mais ça doit varier aussi selon le type de substance, parce que tu disais Ouais. tout à l'heure, par exemple, tu sais, si on parle de certaines drogues qu'on appelle plus dures, Mhm. euh, dans l'addiction, tu sais, il y a certaines particularités. Ouais. On nommait aussi le café. Fait que le café, oui, mais tu sais, le café, il y a une certaine limite de liquide qu'on peut prendre Ouais. par En jour effet. aussi. Fait que l'addiction ne doit pas être la même. Mhm. En effet, c'est sûr que ça va dépendre là, des composantes chimiques. Il y a certaines substances qui sont beaucoup plus, qui vont générer une dépendance plus grande que d'autres. Ceci étant dit, ça peut être pour apaiser n'importe quoi. Il y a certaines personnes qui vont être, avoir peut-être des symptômes plus dépressifs, ont besoin de fonctionner davantage, avoir un haut désir de performer, puis vont être amenés à consommer des psychostimulants, par exemple, ou de la caféine en grande quantité. Maintenant, il y a même des pilules de caféine que les gens vont pouvoir consommer là, pour peut-être remédier au fait que le liquide, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus adéquat. Mais quand on parlait justement de détresse, on parle aussi de personnes qui peuvent avoir été exposées à une grande précarité du point de vue socio-économique, qui viennent de milieux qui sont moins favorisés, pour qui la consommation a peut-être toujours été quelque chose de normal ou du moins qui a été côtoyé, ce qui peut induire justement un accès plus facile, par exemple, à certaines substances ou un désir justement d'aller de l'avant pour se conformer à ce qui se passe dans l'environnement. Au niveau des traumas, des personnes qui peuvent avoir vécu des situations qui sont très difficiles, que ce soit à l'enfance ou à la vie adulte. On va vouloir peut-être avoir des effets plus de détente, se mettre les idées de côté là, pour pas y penser, puis on tombe dans un mécanisme où on veut jamais y penser, donc on consomme de façon fréquente là, pour être capable de remédier à cette difficulté-là. Donc, je peux me permettre, et tu me diras si je me gourre dans ce que je dis, là, mais ça, on pourrait le regarder d'un point de vue biopsychosocial, Mhm. c'est-à-dire on peut biologiquement, génétiquement être plus prédisposé à,
à répondre à certaines souffrances, à certaines détresses par la consommation. D'autres, certaines personnes plus que moins, puis c'est une explication qui est bio. Tu as nommé aussi l'environnement social qui peut jouer, dans lequel Mm. on grandit, dans lequel on évolue. J'ai l'impression que tu parlais aussi un peu qu'on peut, quand dans notre environnement, c'est normalisé de consommer excessivement d'alcool, de drogue ou d'autres substances, Mhm. ben ça devient une façon de modeler. Tu sais, on peut apprendre par modelage d'une certaine façon. Voici comment on gère des choses, des situations, des émotions dans la vie. Puis enfin, il y a la dimension psychologique qui est comment on a appris à interpréter, à associer la consommation avec un état X, Y, Z. Puis là, j'irai pas là, parce qu'on peut l'aborder sur un angle cognitif comportemental, mais on pourrait aussi remonter de façon plus psychodynamique à comment ça s'est construit, placé dans l'histoire d'une personne. Entre autres, tu parlais des traumas ou des événements Mhm. qui pourraient être plus infantiles, plus tôt. Puis c'est très intéressant ce que tu dis, là, ça m'amène à nommer quand même il y a quand même une corrélation qui a été faite avec le fait d'être entouré de personnes qui consomment et le fait d'être amené à consommer soi-même. Mhm. Surtout chez les personnes qui sont encore dans leur développement. Là, on parle plutôt des personnes adolescentes et tout. C'est pas rare que le cercle social, le cercle familial également, là, va jouer un rôle quand même important dans le fait de commencer à mettre en place ce type de comportement-là. Puis quand on parle d'aspect le plus psychologique de la chose, des milieux où on n'a pas appris peut-être où il n'y avait pas de place, pardon, à exprimer ses émotions, à les ressentir, à les discuter, ben c'est sûr qu'on va être plus dans un mécanisme de répression, c'est de vouloir les effacer, les mettre de côté, pas y penser, puis pas les affronter. Puis c'est des comportements qui vont se cristalliser là, au fur et à mesure des années, puis ça va devenir la réponse primaire qui va être adoptée face à une souffrance, là, je dirais. Fait que, en somme, j'ai l'impression qu'on peut dire qu'on connaît par où ça peut se développer, cette détresse-là, mais c'est vraiment propre Mhm. à la biologie de chaque personne, à Mhm. la sociologie de chaque personne, puis à la Tout à fait. psychologie aussi. En effet, tout à fait. Cela étant dit, si on est allé dans les causes, dans le développement, maintenant, on pourrait aller dans qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça comme personne intervenante, entre autres. Mhm. Ouais. Donc, j'y vais avec une nouvelle question, c'est comment accompagner une personne qui présente ce type d'enjeu? Qu'est-ce qu'on sait sur ce qui peut se faire, peut-être même ce qui fonctionne pas? Je te laisse aller dans l'angle que tu veux. Ouais. Parlons de comment accompagner une personne. Mhm. C'est une question, comme tu dis, qu'on pourrait aborder de différents angles. Là. Il y a plusieurs types d'interventions. C'est sûr que moi, ce que je vais présenter, c'est teinté de mon expérience personnelle, mais de façon générale, on va retrouver l'approche qui est plus médicale et l'approche qui est plus dans la réduction des méfaits. Parfois, elles vont s'entrecouper, d'autres fois non. En ce qui me concerne, c'est sûr que j'aurais tendance à dire là, que la réduction des méfaits, c'est vraiment l'approche qui va être à préconiser auprès des personnes qui ont un trouble d'abus de substance. Peux-tu Pour me ceux dire qui savent c'est quoi une approche de réduction de méfaits? Ouais. oui, exactement. Donc, on va être vraiment dans une posture qu'on appelle d'accueil du vécu. Donc, ça va être de reconnaître le parcours de vie et ce qui a mené cette personne-là à développer ce type de comportement, d'être capable aussi de reconnaître son désir de s'en sortir, mais que parfois, ben, ça nous semble très difficile. En fait, de traiter ce trouble-là comme on traiterait par exemple, là, une maladie qui est plus physique pour laquelle la personne irait chercher de l'aide d'être dans cette posture, pardon, d'accueil. La réduction des méfaits, c'est aussi le respect du rythme de l'autre. Donc, de respecter le fait que ces personnes-là ont un rythme. Pour certaines, ça va être plus rapide, si on peut dire ça comme ça. Pour certaines, ça va être plus lent. Il va y avoir aussi des embûches là, au niveau du parcours, mais c'est capable de respecter ça puis de se montrer présent là, dans chacune des étapes de ce processus-là. Si je peux me permettre, c'est ce que j'en comprends, c'est qu'il faut se rappeler à la base que c'est pas l'intervention qui va provoquer le changement, c'est la personne qui va reconnaître,
Mhm. qui va décider d'agir, qui va décider de réagir. Quand je dis réagir, c'est parce qu'il y a probablement des rechutes Oui. là-dedans, mais tu sais, autrement dit, il n'y a pas de recette miracle là, on fait passer un questionnaire, on dit trois, quatre mots brillants, puis la Mhm. personne avec la situation va se mettre à faire une grosse prise de conscience, puis ça va tous disparaître là, à- Mhm. sur le moment, là. Tout à fait. Puis ça m'amène justement à dire que quand on parle d'accueil, c'est aussi de reconnaître que la personne n'est peut-être pas prête à déballer son sac par rapport à, ou elle n'a peut-être même pas réfléchi en fait à toute la détresse et la douleur qui est sous-jacente à ces comportements-là. Donc, c'est vraiment de se montrer présent, mais aussi de prendre ses précautions par rapport à comment on va l'aborder. Déjà, de souligner le désir d'aller de l'avant, parce que la personne, si elle nous consulte, c'est qu'elle veut de l'aide, elle veut du soutien. Mais aussi de reconnaître que ça se peut que ce soit un petit peu plus long avant qu'on puisse avoir accès là, à ce qu'il y a en dessous de ça. Quand on parle de réduction des méfaits, on va aussi parler du fait d'éduquer. Donc, on va éduquer la personne avec qui on travaille sur les risques, les impacts, mais aussi la consommation responsable. Donc, ça va être vraiment de lui fournir les informations sur la façon dont les substances qu'elle consomme peuvent impacter sa vie, d'un point de vue biologique, d'un point de vue social, mais également parler là, des conséquences aussi au niveau peut-être de la judiciarisation quand on consomme des substances qui ne sont pas légales et tout autre impact. Puis, un des éléments clés aussi de cette approche-là, ça va être vraiment d'offrir les ressources et le soutien spécialisé pour consommer de façon sécuritaire. Ça va se décliner de différentes façons, dépendamment des milieux dans lesquels on travaille. C'est sûr que nous, en tant que conseillers, conseillères d'orientation, on ne sera pas les personnes qui vont fournir là, des seringues à nos personnes clientes pour qu'elles puissent là, aller consommer ce qu'elles souhaitent de façon sécuritaire. Ceci étant dit, si c'est une approche qu'on veut mettre en place, ben, ça va être de documenter, puis d'offrir justement des pamphlets peut-être ou des sites Internet. Il existe différentes ressources communautaires où elles pourront aller s'approvisionner pour poursuivre une consommation, mais de façon plus responsable. Si je peux me permettre aussi, tu amènes un point qui est socialement, des fois, un peu tendu actuellement à ce sujet-là. Donc, tu sais, on intervient avec notre propre personne. Tu parles de l'approche par prévention des méfaits. Là, on parlait de accompagner quelqu'un à ce qu'il puisse travailler, réduire sa consommation, mais en ayant accès à Mhm. des moyens pour le faire. Ouais. Faut soi-même, comme conseiller, comme conseillère, être à l'aise Mhm. et être au clair sur nos propres valeurs personnelles et professionnelles, Mhm. puis tout en étant empathique puis et ouvert à l'autre. Mais tu sais, je le nomme parce que ça peut être sûrement confrontant pour certaines Tout à personnes, fait. euh, Puis c'est vraiment l'accompagner dans ce contexte-là. Oui, excuse. non, non, c'est moi qui m'excuse. C'est vraiment un point important, là, justement, où je m'en allais avec ça, de pouvoir se respecter soi-même, parce que c'est sûr que ça peut générer des conflits de valeurs, d'être capable de reconnaître justement nos propres limites. Ça m'est arrivé à moi dans un contexte de travail communautaire et tout nous, on était plusieurs collègues, mais tout le monde avait là, ses propres limites sur le plan professionnel, sur le plan éthique, sur le plan des croyances. Puis, comme pour n'importe quoi en intervention en tant que professionnel, si on sent qu'on se rapproche de nos propres limites, c'est pas de mettre de côté ce facteur-là, mais plutôt de dire, ben, quelles ressources pourraient t'accompagner là-dedans si moi, je suis pas en mesure de le faire, en fait, pour n'importe quelle raison. Fait que d'amener peut-être la personne à aller dans des ressources communautaires de soutien qui sont un peu plus larges, qui, eux, sont spécialisés, vont pouvoir offrir des alternatives comme ça sans qu'on ait à faire cet acte-là là, de façon directe. Et toi, comme conseillère, est-ce que tu continues à travailler avec la personne pendant ce temps-là ou c'est... C'est vraiment une bonne question. Je pense qu'on va y arriver un peu plus loin, un peu dans notre, c'est quoi les balises de notre rôle de CO, mais il faut garder en tête que nous, notre expertise, là, c'est individu, travail. Donc, dans cet ordre d'idées-là, si la personne nous consulte pour avoir du soutien par rapport à l'impact de sa consommation d'un point de vue, bon, de l'emploi, peut-être un petit peu plus largement, là, d'un point de vue social, dans ses études, que ça l'affecte dans ses sphères de vie-là, assurément qu'on peut poursuivre à travailler ces éléments-là parce qu'il y a des mécanismes d'adaptation, puis il y a des outils qu'on peut mettre en place, ne serait-ce que pour prévenir la consommation dans ces cadres-là qui vont déjà, ça va déjà être très bénéfique. Ceci étant dit, si on est face à une personne qui a un niveau
de fonctionnement là, qui est très, très altéré dans différentes sphères de vie, avec un niveau peut-être là, de réponse comportementale qui est plus élevé quand on parle d'impulsivité, d'agressivité. C'est important aussi de reconnaître que il y a des éléments à travailler peut-être en amont avant d'aller dans la direction là, de l'intervention plus spécialisée par rapport au travail et aux études. Donc, la meilleure intervention à ce moment-là pourrait être la référence. Oui, exactement. Puis, ça nous permet aussi de répondre à ce rôle-là de conseiller. Notre rôle, c'est d'accompagner, d'aider, de soutenir, mais on a aussi le rôle de se documenter, de se garder à jour, donc d'aller consulter là, fréquemment les ressources qui sont disponibles, de se documenter sur ce qui peut être utile à notre clientèle parce qu'on a un rôle qui est assez spécifique, dépendamment des milieux dans lesquels on travaille, puis d'aller encourager cette collaboration-là avec des ressources spécialisées ou des professionnels. C'est sûr que c'est toujours à privilégier, puis ça vaut là pour les différents profils de clientèle qu'on peut avoir. OK. Est-ce qu'il y avait autre chose à dire au niveau de l'intervention? Oui, bien sûr. OK. Euh, Toujours dans cette optique-là de pouvoir éduquer puis accompagner adéquatement, faut garder en tête que quand quelqu'un a un trouble d'abus de substance, généralement, la personne va être exposée à ce qu'on appelle des rechutes ou des récidives, ainsi que des accroissements, des décroissements là, de ces symptômes de consommation. Puis c'est important d'informer la personne sur ces éléments-là pour, dans un premier temps, prévenir le sentiment d'échec. Des fois, les personnes ont tendance à se lancer rapidement, là, à dire, oh, moi, je vais tout régler mes problèmes, moi, je suis rendu là dans ma vie, puis là, je me prends en main. Mais c'est pas toujours aussi facile. C'est rarement aussi facile, je dirais. Donc, de justement les sensibiliser au fait que ça se peut qu'il y ait des moments où ce soit plus difficile, qu'on ait le goût de consommer. Quand on parle de symptômes de sevrage, qu'on ressente des symptômes de manque. Puis ça peut être de l'irritabilité, ça peut être des sueurs froides. Il y en a qui ont des réponses physiologiques aussi beaucoup plus importantes au manque. Donc, de sensibiliser à ça, puis à l'impact que ça peut avoir, mais de sensibiliser au fait qu'on va mettre l'accent sur développer des outils puis des mécanismes d'adaptation qui vont permettre de traverser ces périodes-là. Hmm. Euh, Également, il faut garder en tête que nos interventions, là, elles vont varier d'un milieu à l'autre. Je vous parlais tout à l'heure là, du fait d'accompagner de façon différente puis de encourager la collaboration. Si j'y vais de mon expérience personnelle, j'ai été amenée à travailler au CIUS. J'ai travaillé avec une clientèle jeunesse là, qui était très prône en fait aux enjeux de consommation. C'est sûr que ça m'a amené à mettre en place des plans de réduction de la consommation pour les jeunes que j'accompagnais, pour pas les... Ça veut dire Oui, quoi, ça? Un plan de réduction? oui, ça c'est mon appellation personnelle, mais c'est en fait ça ressemble à un plan d'action, mais c'est plus un plan pour mettre en image la réduction des méfaits. Donc, c'est vraiment de se mettre des objectifs avec la personne cliente sur par quoi est-ce que tu veux commencer. La personne là avec qui j'ai travaillé, j'ai en tête, c'était une personne là, qui n'était pas encore adulte, qui a des enjeux de consommation de cannabis assez importants, mais qui tenait vraiment à pouvoir se trouver un emploi puis à retrouver une vie active, ben c'est sûr que une des premières étapes, c'était parfait, on va chercher un emploi, mais de ne pas consommer de cet environnement-là. Fait qu'il y avait des heures de non-consommation dans la journée. C'est un peu dans cette optique-là. Puis, c'est sûr que dans un contexte de CIUS, je pouvais collaborer avec la médecin traitante aussi, fait que ça amène là, des opportunités différentes en intervention. Ceci dit, quand on est conseiller ou conseillère d'orientation dans une école, on va pas l'approcher de la même façon. Oui. C'est sûr qu'un jeune qui est mineur, qui va consommer, qui va peut-être être amené à acheter ou à vendre des substances sur le terrain scolaire, ben là, on est plus dans un plan d'intervention avec l'équipe école, avec les parents, mais encore une fois, dans la collaboration. Puis dans le milieu communautaire, ben là, c'est vraiment un type d'intervention qui est différent parce qu'on est dans le milieu de vie des personnes qui consomment. On a accès à leur vécu de façon un petit peu plus privilégiée, peut-être qu'avec une clientèle qu'on côtoie juste certaines heures de la journée. Donc, d'adapter sa posture, là, puis d'aller chercher les bonnes ressources dépendamment des contextes. C'est important, de ce que je comprends, de considérer on travaille dans un cadre. Tu l'as nommé tantôt, on a une intervention qui est cadrée d'une certaine façon ou qui se situe dans une certaine zone, mais en même temps, on ne peut pas la réaliser, cette intervention-là, de façon isolée, Oui. sans tenir compte qu'il peut y avoir d'autres ressources professionnelles autour, qu'il devrait y avoir d'autres ressources professionnelles autour.
comme tu l'as dit, dans certains milieux, tu parlais des CIUS, les centres Ouais. intégrés en santé, services sociaux. Mhm. Le CIUS, c'est Centre intégré universitaire. On Ouais. appelle maintenant Santé Québec, Québec. un peu partout, du moins pour l'instant. Euh, Quand on travaille dans ces milieux-là, c'est sûr qu'on est à côté d'un médecin, on est à côté d'un travailleur social, on est à côté des autres intervenants qui gravitent autour de la personne. Puis je pense qu'on a même des occasions courantes de pouvoir en discuter ensemble, ce qu'on appelle Mhm. des études de cas. Ouais. Quand on travaille en milieu scolaire, comme tu disais, c'est l'équipe école. Puis le milieu communautaire, employabilité, j'ai l'impression c'est très variable, hein, tu sais, ça va dépendre de à quel point on est vraiment communautaire au sens de on a un contact, par exemple, avec un travailleur social, une travailleuse sociale du CIS, du CIUS, de la région, ou qu'on peut être, tu sais, on a des contacts autour, ou sinon on travaille juste avec la Mhm. personne. Mais je veux juste ramener ça pour l'orientation, c'est qu'on a beaucoup de secteurs d'activité Ouais. et dans chaque secteur, ben, cette situation-là de trouble d'abus de substance va être gérée différemment. Tu as parlé santé, on va parler en communautaire, on peut parler scolaire, mais Mhm. pratique privée, là, c'est différent. Là, tu es tout seul. Ouais. Euh, Ouais. Puis juste dire organisationnel, ben là, on est dans un cadre euh, totalement différent Différent. aussi avec les RH puis tout ça. Mhm. Puis, c'est d'où l'importance, justement, là, quand on parle d'intervenir auprès de cette clientèle-là, de toujours garder en tête notre expertise de CO. C'est sûr que nos domaines d'intervention sont larges. C'est une profession qui est riche en opportunités, mais aussi en compétences là, qu'on peut transférer d'un milieu à l'autre. Mais comme pour n'importe quel type de travail qu'on va faire avec différentes clientèles, de toujours ramener ça au cadre de notre expertise, au cadre de nos compétences, puis de bien connaître aussi comment est-ce que ces compétences-là s'inscrivent dans notre milieu. On veut pas non plus traverser la ligne là, puis aller plus dans les plates-bandes d'une intervention de type travail social, pas non plus dans une intervention de type intervenant en toxicomanie, c'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, c'est d'amener ces personnes-là à être plus fonctionnelles, à avoir une vie plus positive, à mieux exploiter leurs compétences là, et leurs habiletés d'un point de vue professionnel, d'un point de vue scolaire. Puis, il faut être capable de reconnaître aussi qu'on a besoin du soutien de ces autres intervenants-là pour être capable de faire ce travail. Puis ça, c'est des choses qu'il faut nommer à la personne cliente. Parfois, ils sont peut-être pas rendus à dire qu'ils ont un abus de substance. Là, on les verra. Ils vont pas arriver dans le bureau en disant comme ah ben oui, mais moi, je me suis fait évaluer, puis j'ai un trouble d'abus de substance, là, je consomme énormément d'alcool. C'est peut-être pas comme ça que ça va se passer. C'est peut-être, ben, tu sais, j'ai des problèmes au niveau de l'absentéisme, je me sens démotivée au travail, puis là, nous, on fait notre analyse, on commence nos rencontres, puis là, oh, on réalise qu'il y a peut-être des enjeux au niveau de la consommation. Ben, comment est-ce qu'on intervient là-dessus? C'est en mettant en place des balises qui sont claires, puis de ne pas hésiter aussi à nommer c'est quoi les limites de notre rôle. Puis quand on atteint ces limites-là, ben c'est quoi les possibilités qu'on a? C'est d'aller solliciter des ressources qui sont plus spécialisées pour travailler dessus. Je pense que c'est bon le point que tu ramènes, puis il faut le rappeler, c'est que il y a plusieurs cas de figure. Tu sais, il pourrait y avoir une Mhm. personne qui a le problème, mais qui ne se le reconnaît pas. Ouais. Il y a la personne qui a le problème qui se le reconnaît. Il y a la personne qui ne sait pas Mhm. qu'elle l'a. Ouais. Puis sans compter que derrière ça, des fois, tu le nommes hein, dans la relation d'aide, d'accompagnement là, avec une personne. Euh, c'est pas nécessairement la première affaire qui va être dite dans la démarche. Ça va plus se laisser entendre ou ça va être lié à certaines incohérences dans le fonctionnement de la vie de la personne. Quand on a l'impression, comme conseiller, de dire, attends, là, c'est pas clair. Comment ça se fait que ceci, cela, il manque de quoi là, pour comprendre? Mhm. Comment ça se fait que au niveau de l'emploi, ça se passe de cette manière-là, qu'il y a eu des coupures d'emploi, qu'il y a eu des périodes vides particulières? Mm. Mhm. Puis ça m'amène justement, je reviens à la question au début, à quoi ça ressemble le vécu d'une personne qui a un trouble d'abus de substance. Un des éléments là, que j'ai pas nommé à ce moment-là, c'est
l'expérience dans la sphère de vie sociale et la sphère de vie du travail, ça peut être différents symptômes qui sont liés à ça. Quand on parlait tout à l'heure là, de la personne qui vient nous consulter puis qui nous dit ah, je me sens moins motivée au travail ces derniers temps, mais sans dire que c'est nécessairement ça, le manque de motivation, l'absentéisme, l'impact au niveau de la productivité, c'est des impacts qui sont directement liés à un truc qui peuvent être, pardon, différents, directement lié à un trouble d'abus de substance. On parle aussi au niveau des enjeux de comportement, le manque de collaboration. Si on est un CO d'un point de vue organisationnel, puis qu'on a un gestionnaire qui nous dit qu'il y a des gros défis avec un de ses employés, que ça va moins bien, ben c'est possible que ce soit des éléments qui soient liés à un trouble comme ça. Généralement, on va penser peut-être plus au trouble de personnalité dans ces contextes-là, mais ça peut être un trouble d'abus de substance, un employé qui s'absente de façon chronique, qui est très irritable au travail, qui va, bon, pas être très productif ou qui va se chicaner fréquemment avec ses collègues quand il va y avoir des réunions, ben peut-être que cette personne-là vit des enjeux au niveau de sa consommation. Là, c'est tout à fait possible. Mm. Là, on a parlé beaucoup de la personne qui rencontre un trouble d'abus de substance lié à l'abus Mhm. de substance. Oui. Mais il y a des intervenants, il y a des proches. Fait que dans ce sens-là, j'aimerais ça qu'on tourne le miroir, Ouais. c'est-à-dire qu'est-ce que le contact auprès d'une personne avec un trouble lié à l'abus de substance Mhm. peut faire vivre qu'on soit. Donc, qu'est-ce que ça peut nous faire vivre, qu'on soit intervenant ou alors qu'on soit une personne proche, un conjoint, un frère et sœur, ami Mhm. d'une telle personne. Si je commence peut-être pour les personnes intervenantes, là, c'est pas rare d'être exposé peut-être à un sentiment d'impuissance. Le trouble d'abus de substance, là, c'est un enjeu de consommation. Ça peut générer parfois un sentiment de ne pas savoir par où commencer ou de se dire peut-être qu'on a un impact qui n'est pas majeur sur les actions qui vont être prises, comparativement peut-être à d'autres problématiques où, de par notre expertise, nos connaissances ou juste le contexte de notre travail, on est amené à avoir un impact qui est peut-être plus concret. La gestion du risque, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au fait que quand on travaille en pratique privée, on est seul. C'est tout à fait vrai. Tu sais, si on a une personne cliente qui a un trouble comme ça, puis qui a des comportements qui sont plutôt agressifs ou impulsifs, ou qui est en période de sevrage parce qu'elle a décidé d'arrêter de consommer puis de se reprendre en main d'un seul coup, ben peut-être qu'elle va arriver dans notre bureau, puis on ne se sentira pas tout à fait en sécurité. Fait que cette gestion du risque-là qui est à mettre en place, de prendre les bonnes dispositions aussi. Euh, D'un point de vue plus psychologique, on pourrait aussi parler de contre-transfert. Là. Ça, c'est valide pour n'importe quel trouble, mais cet effet miroir-là, justement, que la personne veut nous renvoyer, puis la façon dont, en tant qu'intervenant, on va réagir à ça, l'interpréter. Puis pour être capable de composer avec ces défis-là, c'est aussi important d'être capable nous-mêmes d'aller chercher l'aide dont on a besoin, que ce soit en apprentissage autodidacte, que ce soit en formation, mais aussi en supervision. Puis ça, je pense que c'est important de le nommer en tant que conseiller, conseillère d'orientation, comme n'importe quel autre professionnel de la relation d'aide, de ne pas hésiter à aller consulter des pairs dans un cadre de supervision pour être capable d'adresser ces éléments-là, d'aller chercher les outils, puis de discuter là, vraiment ensemble sur qu'est-ce qu'on nous, on peut mettre en place pour être capable de mieux composer peut-être avec ces défis-là par rapport à la clientèle. Ouais. Puis, si on est un proche, Ouais. la personne- Quand on est un proche, c'est sûr que là, on est dans le plus personnel. Là. Je reviens quand même au sentiment d'impuissance. C'est sûr qu'en tant que professionnel, c'est induit d'une façon, mais comme personne proche, ça peut être le sentiment de ne pas savoir en fait qu'est-ce que je fais. Tu ouais. sais, non seulement qu'est-ce que je fais, mais aussi quel est mon rôle. Si c'est notre conjoint, si c'est notre enfant, si c'est notre parent, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des personnes qui vont avoir très peur, en fait, d'aller de l'avant, ne serait-ce que pour nommer leurs observations, de peur de générer des conflits, de peur de se faire juger, peut-être de perdre le contact avec cette personne-là qui est très importante. Fait que le sentiment d'impuissance, là, il est non négligeable dans cette situation-là. Parfois, on va aussi avoir la colère. Euh, la colère de par le fait, mais pourquoi il fait ça?
ça fait donc même pas de sens, puis ça me fâche. Puis là, à cause qu'il a consommé, il pouvait pas venir au barbecue familial. À cause qu'il a consommé, il a pas pu aller à son rendez-vous chez le dentiste. Ça peut amener là, beaucoup de frustration justement par rapport à tout ce qui est en lien avec les réponses de la consommation. Je nommerais aussi peut-être quelque chose qui est distinct par rapport aux proches du professionnel, c'est l'aspect de jugement, qui peut être aussi peut-être de l'incompréhension, mais voyons, ça fait donc même pas de sens. Pourquoi il fait ça? Tu sais, il s'auto-détruit, il sait que c'est pas bon. Pourquoi elle décide de faire des comportements pareils? C'est tellement problématique. C'est sûr qu'en tant que professionnel, on est moins dans cette posture-là. On est plus dans une posture d'accueil, du moins je vous le souhaite, là, c'est important. Mais en tant que proche, étant donné l'aspect qui est très, très personnel, on peut tomber dans cette sphère-là, de porter des jugements. Puis ça, c'est lié au manque de connaissances parfois, mais aussi au fait que ça nous impacte directement. Oui, c'est lié à la proximité aussi. Ouais. Je pense dans ce que Mhm. tu disais, c'est que des fois, quelqu'un peut, en bon québécois, pogner les nerfs puis se dire comment ça se fait que cette personne-là, pourquoi il réagit pas de telle manière? Moi, me semble, dans une même situation, je ferais ça comme ça, mais tout est là, c'est moi, j'ai pas cet enjeu-là. Fait que je réagirais autrement. Fait que il y a une dimension empathique. Mhm. Je dirais, il y a une dimension empathique, il y a une dimension aussi d'acceptation que c'est l'autre qui est le maître de son expérience puis qui peut Mhm. agir dessus. On peut être autour, Ouais. écouter, supporter, mais chaque. C'est une construction, hein. Et moi, je Mhm. le vois comme ça, tu sais, je sais qu'on est resté beaucoup dans le. C'est correct, là, tu sais, dans la dimension cognitive comportementale, mais tu sais, derrière, en dessous de ça, en dessous du hood, comme on dit des fois, en dessous du capot, ben, tu Ouais. sais, il y a toute une structure de fonctionnement psychologique là, qui est rattachée à ça. Puis tu parlais Mhm. comme conseiller d'orientation, c'est pas notre rôle de venir travailler à modifier ça. Là, ça serait un travail trop long, Ouais. mais en même temps, faut en tenir compte que Tout à c'est. fait. Mm. Mhm. D'avoir accès en fait à ce vécu-là, à ces expériences, parce que ça génère une grande souffrance, là, qu'on le veuille ou non. Et je ne l'ai peut-être pas nommé au début, mais les enjeux d'isolement qui sont présents quand on a ce type d'enjeu-là, c'est assez important. On perd le contact aussi avec les personnes, tu sais, on parle des personnes proches, mais à l'inverse, ça nous amène peut-être à nous éloigner de ces personnes-là. Il y a le sentiment de honte, il va y avoir la culpabilité. Si, par exemple, on dépense énormément d'argent là-dessus, il y a aussi la vulnérabilité d'un point de vue économique. Puis tout ça, ça crée des détresses. Puis notre rôle à nous, c'est aussi de construire une relation qui est suffisamment solide et de confiance avec notre clientèle pour qu'on puisse avoir accès à ces informations-là, mais aussi pour qu'on puisse leur donner les bons outils. Parce que c'est sûr que si on reste dans la surface puis on ne va pas chercher ce qu'il y a en dessous, on va passer à côté de quelque chose de très, très important, là. Ouais, c'est vraiment très délicat, hein. Puis je pense que dans Mhm. cette capsule-là, ce qui est intéressant, puis je tiens à le préciser, c'est qu'on aborde ce trouble-là d'une perspective de travail, de conseil, d'orientation. Ouais. Donc, ça serait différent si on l'abordait d'une façon de psychothérapie, Mhm. d'une façon médicale. On n'irait pas dans les mêmes enjeux de la même façon. Ça Mhm. fait, puis un rappel que notre rôle, c'est pas de traiter le trouble. Fait que conséquemment, c'est d'intervenir, d'évaluer une personne avec. Ouais. Avec ça, donc, d'en tenir compte, mais de rester toujours focalisé sur notre mandat premier et avec ça comme étant une dimension, une variable, un phénomène qui participe, puis qu'on doit être alerte, qui participe à influencer la façon dont la personne pense, va ressentir, va agir avec Mhm. elle-même, mais aussi comment qu'elle va agir son processus Ouais. avec nous. Fait qu'elle est là, toute la spécialité là, de la profession, là. Ouais. Puis, si je me permets de rebondir un peu sur ce que tu as dit, c'est de garder en tête que le trouble d'abus de substance, c'est un trouble d'abus comme
n'importe quel autre trouble qui est classifié dans le manuel des diagnostics de troubles mentaux. On ne parle pas de dépendance, on ne parle pas d'addiction. C'est des termes qui sont péjoratifs, puis même la communauté médicale là, souhaite pas se diriger vers des classifications comme ça. On parle d'un trouble d'abus de substance. Donc, c'est vraiment là, de traiter ça comme n'importe quel enjeu que notre clientèle pourrait avoir, puis de se positionner en tant que conseiller de la même façon, en dépit du fait que ça peut générer peut-être une réponse professionnelle qui va être différente ou amener peut-être des défis qu'on va être moins amené à avoir là, avec d'autres Mm. problématiques. On arrive à la fin de la capsule. Oui. Euh, je voulais savoir, Salma, est-ce qu'il Mhm. y a quelque chose, je voudrais te laisser un dernier mot, soit quelque chose que tu aurais aimé aborder puis que tu n'as pas eu l'occasion de le faire, ou encore un dernier message que tu aimerais apporter, là, ou qui résume, ou le message que tu veux qu'on reste avec là, de cette Mhm. capsule-là. Je te laisse aller. Mais si je peux me permettre peut-être une réflexion, je pense que en tant que conseiller d'orientation, on a un rôle qui est crucial en fait auprès de la clientèle qui vient chercher de l'aide. Puis je pense que quelque chose qui est important à cultiver sur le plan professionnel, c'est de toujours avoir l'humilité qu'on sait des choses, mais qu'on ne sait pas tout. Que notre meilleure façon d'évoluer dans notre identité puis dans notre expertise, c'est de se documenter puis d'aller se nourrir justement dès qu'on a une question, que ce soit par rapport aux défis de notre clientèle, une réponse qu'on n'a pas, on le voit dans notre formation, mais en pratique, de toujours cultiver ce réflexe-là, de se documenter puis d'aller justement là, nourrir nos réflexions puis nos connaissances parce que c'est ça qui va nous permettre d'être plus solide dans la façon dont on va intervenir, mais aussi dans la qualité des services puis des ressources qu'on va pouvoir offrir là, à nos personnes clientes. Parfait. Je pense je m'en ai dit, on a fait le tour. Je pense qu'on a abordé plus. Je ne vais pas dire qu'on a fait le tour parce que faire le tour, ça serait un méchant temps. Mhm. Ouais. Et ça prendrait plus que le temps qu'on a pris pour le faire. Mais Mhm. je pense que ça nous a permis de couvrir assez largement au niveau de choses qu'on pourrait dire essentielles. Fait Mhm. que je te remercie beaucoup, Salma, pour ta participation, ta générosité dans le cadre de cette capsule. Puis je suis certain que les gens qui vont pouvoir visionner ça vont pouvoir en profiter. Puis ça va même susciter des réflexions par la suite. Fait Ben, que merci beaucoup. merci.